Vous écoutez la 4e partie du témoignage de Sophie. Depuis les épisodes précédents, un gros mois est passé et Sophie revient de Corée. Ça y est, elle a fait son voyage. Je la trouve différente, transformée. Elle a beau avoir 44 ans, mais à Busan, cette ville au sud de la Corée, le Marseille coréen comme elle dit, où elle est née, elle a fêté son tout premier anniversaire. Dans cet épisode et le suivant, elle raconte ce qu'elle a découvert pendant ce voyage et comment il marque l'an 1 d'une nouvelle vie. Bonne écoute. T'es ok pour qu'on se lance ? Ouais. Salut Sophie. Salut Guillaume. Je suis vraiment contente de te revoir. Ouais, moi aussi. On s'est pas échangé depuis le dernier entretien qui date de fin octobre. 4 jours plus tard. Oui, voilà, je partais. Ouais, donc je crois que c'était le 12 ou le 13 octobre. Ouais. Tu partais en Corée. Ouais. Tu t'es écouté. Oh là là, oui. Et qu'est-ce que t'en as pensé ? Ah, c'était dur. C'était difficile pour moi d'écouter. En plus, toi qui disais que tu parles pas souvent des choses intimes, tu disais. Alors, c'était pas tant de m'entendre parler de moi et parler de ma vie, mais je trouve que c'était mou. J'ai vraiment eu du mal. Bon, j'ai quand même écouté. J'ai tout écouté, mais c'était désagréable pour moi. Dans le fond, dans le contenu ? Non, pas dans le fond. C'était vraiment dans la forme, Okay. Le rythme. Il y a des choses, mais ça, je crois que tout le monde a du mal à s'écouter. Mais moi, j'ai envie de t'amener sur le fond. Est-ce que tu te dis, ah zut, j'aurais dû quand même ajouter cet élément ou... Pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Alors, ce voyage. Oh là là. C'était super. J'avais imaginé plein de choses dans ma tête avec différents scénarii. Et en fait, c'est vraiment le meilleur qui s'est réalisé. Pas de bouleversement. Quand je suis arrivée, j'ai pas eu de bouffée d'émotions. En fait, je suis arrivée et c'est comme si... En fait, j'ai vraiment eu le sentiment d'être venue plusieurs fois quand j'étais jeune et de revenir, voilà, d'en avoir peu de souvenirs, mais ça y est, je suis revenue. Alors que tu n'y avais jamais. Oui, enfin, j'y ai vécu pendant 3 ans, mais bon, j'en ai vraiment aucun souvenir et ça a dû beaucoup changer depuis. Mais c'était vraiment naturel. Je suis arrivée, j'étais dans mon élément, j'ai toutes les inquiétudes, tout le stress que je pouvais avoir avant, c'était envolé. Donc c'était vraiment hyper naturel. Et tout au long du voyage, même si forcément il y a de la découverte, puisque c'est nouveau, c'était nouveau, mais en même temps, tout me semblait un peu... alors peut-être que familier, le mot est trop fort, mais ça me semblait naturel. Alors que tu as déjà voyagé dans d'autres pays et tu n'as jamais ressenti ça. Tu fais une différence. Non. J'ai jamais ressenti ça nulle part. Oui, j'ai pas mal voyagé et jamais ressenti ça. Familier, ça veut dire que tu ne t'es pas senti dépaysée ? Alors, je me suis pas du tout sentie dépaysée, ce qui est assez étrange. Et surtout, ça n'a pas... En général, quand on arrive, surtout quand on prévoit un voyage à l'étranger, qu'on découvre un pays, on arrive, on se dit « Ah, ça y est, je suis arrivée », et puis tout de suite, on se pose plein de questions, on a hâte de découvrir, etc. Et j'ai vraiment eu le sentiment que j'allais pas vraiment... que j'allais découvrir, mais ça me semblait... comment dire ? C'est difficile à expliquer, mais... Bon, entre familier et... Comment est-ce que je pourrais expliquer ? Évident ? Évident, ouais. Tout à fait. Tu disais, j'avais projeté plusieurs scénarios. C'est le meilleur qui s'est déroulé. Tu peux m'en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui s'est déroulé ? En fait, je pensais... Enfin, moi, vraiment, ce que je pensais, même si j'avais imaginé plein de choses, je me suis dit... C'est pour ça que j'avais demandé à ma sœur de venir avec moi initialement. Je me suis dit, émotionnellement, ça va être trop fort. Je me suis dit, peut-être je vais perdre mes moyens. Je vais mal vivre le voyage parce que ça va être des bouffées d'émotions pendant 2 semaines. Et c'était pas du tout le cas. C'était vraiment, j'étais sereine, vraiment... Tout était hyper fluide. Tout s'est passé vraiment de manière... mais vraiment comme si, finalement... comme si je voyageais dans un pays que
que tu connais. Que je connaissais alors que je le connais pas. C'est vraiment particulier. C'est la première fois que je ressens ça en voyageant. Mais tu le connaissais 3 ans. Oui. Pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, et il faut. Oui. Non, mais tu es né en Corée du Sud. Oui. Et tu y as vécu les 3 premières années de ta vie. Ça, oui. Je crois que j'ai dit 2 ans dans l'intro du podcast. Bon, je changerai. Pas grave. Excuse-moi. On connaît alors les 3 premières années, oui, on connaît. C'est vrai que j'en ai pas de souvenir. Non, mais oui, je connais, mais j'en avais aucun souvenir. Donc. T'as trouvé que c'était un beau pays? T'as aimé le voyage? Oui. J'ai adoré le voyage. J'ai adoré le mélange entre modernité et tradition. Il y a plein de choses qui m'ont plu là-bas. Après, il y a des choses, effectivement, pas qui m'ont déplu, mais alors on va sûrement en parler, mais effectivement, ça m'a fait aussi réaliser que j'avais eu beaucoup de chance de grandir en France, mais je crois que tout m'a plu là-bas. On va parler de quoi? Tu sous-entends comme si j'étais au courant de quelque chose, et moi, comme je le suis je sais pas. Non, je sais pas, mais... C'est qu'en fait, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, dans les choses que t'as pas aimées, c'est une forme de pauvreté ou une forme de difficulté du quotidien? Non, c'est vraiment j'ai vraiment pris conscience que j'avais eu la chance de grandir en France. Je le savais parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe partout dans le monde, on sait que finalement en France, on est quand même bien lotis. Donc c'est pas par rapport à la pauvreté. C'est vraiment... je pense que la Corée du Sud, c'est un pays qui laisse finalement peu de place à l'individu. C'est vraiment le collectif. Rien ne dépasse. Il faut être vraiment... se fondre dans la masse. Et même si moi, je ne suis pas du tout une excentrique et que je me fonds dans la masse, j'aime quand même avoir cette liberté. J'aime que les gens aient cette liberté d'être qui ils sont, de l'exprimer. Et c'est vrai qu'en Corée, c'est vraiment... ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tout le monde se ressemble, alors pas au sens tout le monde a la même tête, mais c'est un espèce de camailleux de blanc, de gris, de beige, de noir. Les gens portent... on voit rarement des gens porter du rouge, du violet, du jaune. Les gens ont tous un peu les mêmes coupes de cheveux. C'est vraiment... ça... On sent qu'être un excentrique en Corée du Sud, c'est compliqué. Et qu'il y a une part de toi qui a envie d'être excentrique? Alors pas du tout, parce que moi je suis pas comme ça. Mais j'aime l'idée. Oui, mais j'aime l'idée que les gens puissent exprimer ça s'ils le sont. Alors moi, effectivement, je me fondais très bien dans la masse. J'étais vraiment... parce que moi, au quotidien, c'est comme ça. J'ai toujours eu la même coupe de cheveux depuis que je suis petite. Mes couleurs, c'est toujours du gris, du blanc, du noir. De temps en temps, je mets un peu de couleur. Mais, donc moi, j'étais vraiment... raccord avec les Coréens là-bas, mais j'aime l'idée quand même que les gens puissent s'habiller comme ils veulent, exprimer qui ils sont naturellement, bien sûr, sans problème, quoi. J'ai l'impression que tu rebondis sur un propos que tu avais dit dans notre précédent échange. Tu disais, j'ai envie d'aller en Corée du Sud aussi pour mettre fin au fantasme. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est que toi, jusqu'à présent, tu t'étais construite. Donc, tu n'es jamais allé en Corée du Sud avant. Oui. Tu racontais que tes parents, et particulièrement ta mère, te l'interdisaient, en tout cas émotionnellement. Oui. Et peut-être, si je comprends bien, ce fantasme, tu n'en as pas vraiment parlé, mais c'est ce pays où si j'étais restée, alors j'aurais été plus heureuse. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Forcément, il y a toujours ce doute. J'aurais été plus heureuse, j'aurais pu être moi-même, etc. Et en fait, je me rends compte... Bon, je pense que je le savais, parce que c'est pas vraiment une découverte, mais j'ai vraiment eu la confirmation que j'ai de la chance quand même, malgré tout. En France, je me plains beaucoup par exemple, moi, le fait d'être une femme de 44 ans, célibataire, sans enfant, ça soulève toujours plein de questions. Moi, rapidement, on m'a dit, mais attends, il faudrait peut-être y penser, l'horloge tourne, etc. Mais finalement, je pense que si j'avais grandi en Corée, ça aurait été pire. L'échec scolaire, moi, clairement, j'étais pas bonne à l'école, j'étais pas du tout travailleuse. Je voulais pas me marier, j'étais un peu... Non, excentrique, c'est pas du tout le mot, mais en tout cas, Tu
Tu te sens différente? Je me sens différente en France, mais je pense que je me serais sentie encore plus différente, pas physiquement, mais en tout cas plus différente en Corée du Sud, avec le poids aussi des traditions, de la famille, etc. Donc, non, je pense qu'effectivement, je suis bien tombée. C'est intéressant parce que il me vient 2 idées. Et je rebondis et j'interprète, et vraiment c'est pour essayer de faire entendre ton histoire. Après il y a des choses qui peuvent résonner pour toi et tant mieux, d'autres pas du tout, et il n'y a pas de problème. J'ai eu l'impression que tu disais mot pour mot le destin que tu as espéré pour ta mère biologique, celle d'être une femme libre, et que c'était pas en Corée qu'elle pouvait l'être, comme soit une raison pour comprendre l'abandon, ou le fait qu'elle a disparu des registres nationaux qui pourraient indiquer qu'elle est partie à l'étranger. Tu décrivais ce destin-là pour vrai. elle, et c'est celui que tu as décrit pour toi, cette joie de te dire je peux un peu mieux être une femme libre. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est un pont qui te parle. Non, mais moi-même, je sais pas trop où je vais aller. Non, mais si, c'est... Enfin, j'avais pas pensé de cette manière, mais en fait, c'est tout à fait ça. Hein. Tu l'as rejoint à cet endroit de l'histoire que tu as créée, en tout cas. Tu dis, j'ai de la chance, et j'ai tout de suite pensé à notre précédent échange où tu chargeais plus ta mère adoptive qui est ta mère biologique. Pourquoi ça te fait rire? Non, c'est vrai que sur ce point, ça a pas changé, même si je me rends compte quand même, mais j'en étais consciente avant quand même que j'avais eu de la chance sur certains aspects, parce que c'est vrai que dans ma famille adoptive, en tout cas mes parents adoptifs, ne m'ont jamais mis la pression sur le fait de me marier, d'avoir des enfants. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai toujours été consciente de cette chance. Ça n'a jamais été un poids. Quand je voyais ma mère, elle ne me disait pas tout le temps « Bon alors, est-ce que tu as un copain? Est-ce que tu vas te marier ?» Pas du tout. Mes parents m'ont toujours dit, même avant de faire des enfants, enfin ça, elle nous le disait à tous les trois, mon frère, ma soeur et moi, avant de vous marier, il faut profiter de la vie, voir le monde. Donc ça, j'en étais déjà consciente, mais c'est vrai que d'être allée en Corée, ça m'a vraiment... ça a confirmé ça. Moi, je me suis entendu particulièrement m'immiscer dans ton histoire et avoir envie qu'un regard plus équilibré, selon moi, hein, c'est une opinion, soit fait sur tes 2 mères. En réécoutant, t'as trouvé ça juste? Ça t'a agacé? Tu m'as pas senti à cet endroit? Si, j'ai senti, mais après, moi, je t'ai répondu comme je le ressentais. Et c'est vrai que je le pense toujours. Ça veut pas dire... C'est vrai que ce que je me suis dit, c'est que peut-être les gens qui écoutent vont penser que j'étais vraiment complètement malheureuse dans ma famille d'adoption. Donc, c'était pas non plus le cas, même si j'étais pas... Je me sentais pas heureuse, mais je me sentais pas non plus... malheureuse, enfin j'ai jamais voulu mettre fin à mes jours, des choses comme ça, enfin mais en tout cas effectivement j'ai pas, après ce voyage, j'ai pas plus de je pense que ça s'est pas forcément rééquilibré, j'ai toujours le même avis, en tout cas le même ressenti. Et moi mon propos est moins de nier ton expérience et de dire mais non c'était joyeux, mais c'est en fait, j'ai l'impression que ton voyage en Corée, c'est un voyage vers toi-même où tu chopes des nouvelles pièces au puzzle. C'est intéressant, tu reviens avec une pièce clé qui est « Ah, j'ai de la chance ». Qui est en fait ce fantasme d'une Corée parfaite. Et donc du coup d'une situation qui aurait pu être mieux ou parfaite. Ah tiens, j'y amène une compréhension et une nuance. Et t'as pas l'impression comme ça, là, d'être, depuis le décès de tes parents adoptifs, d'aller à la rencontre, justement, de l'histoire plus nuancée et plus complexe? Si, et justement, j'en avais vraiment besoin. Parce que je sentais que je me fantasmais plein de choses. J'étais assez réaliste, donc je savais qu'il y avait forcément des choses qui n'étaient pas vraies, mais j'avais besoin de le vivre pour en être sûre, pour le comprendre et pour
pour affirmer certaines choses. Oui. Et moi, mon intuition, c'est que je t'entends porter un jugement sur ta mère adoptive très gras. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce mot. Très... je crois que j'ai voulu dire gras comme dans l'ordinateur quand tu mets un mot en gras. Oui. Très bold en anglais, donc très marqué, très tranché. Oui. Et là où j'ai entendu une nuance, une finesse sur les possibles raisons de l'abandon de tes parents, comment tu les excusais quand même. Moi, ça m'a touché dans mon cœur, tu vois. Et alors que aucune nuance, c'est un petit peu agressif de dire ça comme ça, mais j'essaie de venir te chercher à cet endroit sur le pourquoi du comment de ta mère adoptive et la compréhension, non pas pour nier un mal-être que tu as eu et sur lequel tu veux t'émanciper, mais pour entendre la femme, entendre les deux femmes. Ouais, ce qu'il y a, c'est que je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais j'ai vraiment le sentiment que mes parents biologiques, ils ont fait un choix. Alors, encore, c'est des suppositions, parce que j'ai pas non plus tous les détails de l'histoire, mais qu'ils ont fait un choix pour être plus heureux. Et mes parents adoptifs, normalement, ils ont fait ce choix aussi pour être plus heureux, parce qu'ils voulaient fonder une famille, avoir des enfants. Et je trouve que quand on prend cette décision, comment l'expliquer ? D'un côté, mes parents biologiques se sont dit, nous, en fait, on a besoin, on n'est pas en mesure de s'occuper de cet enfant, pour telle et telle raison. En fait, j'ai pas le sentiment que c'est un choix égoïste. Et je me dis, ils m'ont abandonnée parce qu'ils se doutaient que j'allais être adoptée et que j'aurais une meilleure vie avec des gens qui avaient envie d'avoir un enfant, qui allaient s'occuper de moi, m'offrir une famille. Alors que mes parents adoptifs, c'est vraiment l'opposé. Enfin, c'est une démarche différente, c'est vraiment l'inverse. Eux, ils voulaient justement construire une famille, avoir un enfant. Et ce que je leur reproche, c'est d'avoir été un peu égoïste dans la façon de faire les choses. Donc j'ai l'impression, effectivement, d'un côté, il y a une part d'égoïsme aussi de la part de mes parents. C'est eux qui t'ont amené au centre orphelinat ? Oui. Les parents biologiques ? Oui. Oui. Les deux, en plus, même s'ils étaient divorcés. Ah, ça, tu sais ? Ouais. Que le jour... Parce que ça, c'est un détail essentiel pour pouvoir construire ton narratif. Il y a dans ton dossier... Oui, en tout cas, c'est ce que le coordinateur m'a dit, en tout cas dans le mail de synthèse quand il m'a envoyé le dossier. Est-ce que dans ton voyage, tu as appris de nouveaux faits ou de nouveaux éléments ? Tu sais, on parlait des pièces du puzzle. Ouais. Alors, sur mon histoire, non. On m'a simplement dit qu'effectivement, pour retrouver ma mère biologique, c'était pas perdu, que je pouvais tout à fait refaire une demande en laissant un peu le temps s'écouler. Je pouvais relancer en fait la démarche, par exemple l'année prochaine, pour voir si elle réapparaît dans le système du gouvernement. Tu es allée rencontrer Oui, avec ma sœur. Enfin, c'est ma sœur qui souhaitait, elle comme elle avait en fait plus d'informations. Elle a décidé d'aller... On est parti et à l'agence d'adoption et puis aussi une autre agence gouvernementale qui s'occupe des enfants adoptés à l'étranger. Donc voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est qu'en tout cas, moi, que je pouvais relancer la recherche. D'autres pièces du puzzle ? D'autres informations ? Pas d'informations concrètes, mais alors ce qui était vraiment flagrant, c'était le fait que bah oui, je suis coréenne. Enfin, je veux dire, c'est une évidence pour les Coréens. C'est-à-dire que les Coréens, ils se disent pas que je suis peut-être chinoise ou vietnamienne. Ou, enfin, les gens... en France, on t'offre beaucoup ça. Ouais. On te dit, tu m'as dit, je crois, c'est toi, ou c'est Isabelle, ta sœur, chinoise. Forcément, oui. On me demande d'où je viens, ou on me dit, t'es chinoise... Et là, pas du tout. C'était une évidence que j'étais coréenne. Et en fait, ce qui était hyper marquant, c'est que particulièrement à Busan, ma ville natale, en fait, tout le monde me ressemble.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment un physique de gens. Et c'était... avec Isa, on avait vraiment des fous rires parce qu'en fait, à tous les coins de rue, on voyait des gens qui auraient pu être... qui me ressemblaient quand j'étais enfant, qui me ressemblaient quand j'étais ado, qui pourraient être mon père, mon grand-père. Enfin, c'est vraiment... Les gens pensent que tous les Asiatiques se ressemblent, et donc c'est pas le cas. Mais alors, même les Coréens, il y a plein de physiques différents, de morphologies différentes. Et alors moi, je peux vraiment pas nier le fait que je viens de là-bas. De là-bas, du pays. Busan. Non, particulièrement, tu disais, il y a une particularité. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Je me rappelle que par hasard, dans ton organisation de voyage, tu allais le jour de ta naissance véritable, puisque ton dossier d'adoption te l'a indiqué, te l'a validé, chose que tu n'avais pas eu depuis longtemps. Tu disais que tu fêtais pas ton anniversaire, puisque c'était une date qu'il te semblait inventée. Tu l'as, la date. Rappelle-moi ton anniversaire. Le 22 octobre. Et par hasard, pendant ton voyage, le 22 octobre, tu arrives à Busan. Moi déjà, je suis mais en ébullition. C'était comment? Vous avez fait une teuf avec Isa du tonnerre ou... Même pas forcément une teuf du tonnerre, mais oui, on s'est fait un gros repas dans un bon resto. Enfin, c'était pas une fête, non, mais c'était débile oui, de j'ai ma vraiment part. eu le sentiment de le fêter, en tout cas. Chacun fête comme il veut et la grosse J'ai vraiment eu teuf. le sentiment de le fêter. Pour moi, c'était vraiment, même dans ma tête, de me dire, là, c'est mon repas d'anniversaire. Voilà, c'était vraiment la première fois que je le faisais et qu'en plus, j'étais vraiment contente de le faire. Et en plus, avec Isa, donc c'était encore mieux, quoi. Ta sœur chérie, t'as senti quelque chose de particulier? Pourquoi c'était important? Est-ce que c'était important? Pourquoi c'était émouvant ou important? De le fêter là-bas? Ouais. Ou de le fêter pour la première fois? Oui, comme je te le disais, moi j'ai toujours... C'est même pas refusé, mais j'ai vraiment jamais eu envie de le fêter. Donc là, j'avais vraiment l'impression que je fêtais, pas mes 1 an, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que c'était la première fois que je fêtais mon vrai anniversaire, en tout cas, avec... Oui, la certitude que c'était bien le jour de... Enfin bon, après, sur le principe de fêter le jour de sa naissance, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer, mais là, ça avait un sens particulier. C'était comme mon premier anniversaire, parce que j'avais la confirmation que j'étais bien née le 22 octobre, parce qu'en plus, j'étais à Busan, ma ville natale, avec Isa, donc... Ah ouais, c'était vraiment parfait. Qu'est-ce que ça change? De connaître ta date de naissance? Ouais. Comment tu imagines que ça peut te changer, toi Je pense qu'en fait, chaque année, je penserais que c'est le jour où mes parents m'ont eu. Enfin voilà, ça va me ramener à mon histoire d'origine. Donc je le fêterai pas forcément en me disant aujourd'hui je suis la reine, c'est ma fête, c'est mon jour. Mais de toujours avoir cette pensée en me disant voilà, c'est le jour où je suis née, que mes parents m'ont eu à Busan. Et je vais reposer une 3e fois la question parce que, et j'entends que tu es au max de la réponse, mais ça fait quoi d'avoir accès à ses origines? Moi, j'ai pas été adopté, donc je crois savoir que je suis vraiment né le 10 juin. Oui. Je crois, non, mais je suis sûr, pardon, je crois pas savoir. Pardon. Toi, pas, et du coup, j'ai envie de comprendre, ça change quoi? Ça m'a l'air symbolique et en fait déterminant. C'est l'an 1 de la suite de ta vie. Oui, c'est ça. Et alors, elle sera différente comment, cette vie? J'en suis pas sûre, mais... En tout cas, la nouveauté pour moi après ce voyage, c'est que je me sens complètement coréenne, bon, française également, hein, mais j'ai plus honte. Tu vois, je repensais justement au fait que les gens souvent me disent d'où tu viens et qu'en France, on me renvoie le fait de ne pas être tout à fait française. Et aujourd'hui, je suis hyper contente quand on me demande d'où je viens, parce qu'en fait, j'ai plus cette honte de me dire je suis coréenne, mais je suis pas tout à fait légitime parce que j'ai pas grandi. Je ressens plus le besoin de devoir justifier le fait d'être française en disant oui, mais j'ai été élevée par des parents français, etc. Donc je crois que là, c'est vraiment le début de cette vie où j'assume pleinement le fait d'être coréenne
est française, mais alors qu'avant je le ressentais, mais je me sentais pas légitime, et puis en même temps je me sentais pas tout à fait française. Aujourd'hui, j'en sais un peu plus, en tout cas, sur ce que je ressens, sur le fait pour moi d'être moitié-moitié, en fait. C'est une part de ton identité libérée. Ouais. Du coup, si je tire ce fil-là, il nous faudrait aussi fêter ton 2e anniversaire, le jour de ton arrivée en France. Oh, la tête que tu fais. Non, pourtant je connais la date précise, mais... Tu veux la donner ? Le 10 septembre 81. Il s'est passé un tas de choses sur ton visage. Ouais. J'ai dit ça. Il s'est passé quoi ? Non, c'est pas un anniversaire que j'ai envie de fêter. C'est pas non plus une journée de deuil, hein, mais non, c'est pas un anniversaire que j'ai envie de fêter. Pourquoi ? Simplement. Parce que c'est pas forcément quelque chose de... Alors, je vais pas dire que c'est pas marquant, puisque ça l'est. Pour moi, c'est pas un jour qui se fête, c'est pas... Non. Je saurais pas te donner plus d'explications. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est pas forcément un jour joyeux... Ni malheureux, hein, mais non, je n'ai pas spécialement envie de fêter. Non. Je disais ça parce que tu disais, moi, fêter ma naissance, c'est pas un truc qui me fait vibrer, donc de toute façon, on avait identifié que c'est pas trop ton délire, mais qu'il y a quand même quelque chose, le 22 octobre, et chaque 22 octobre, qui, à partir de maintenant, pourra se faire dans ton intime de toi, avec toi-même. Et du coup, j'étais curieux, sans faire une grosse fête ou sans marquer un moment de joie, dans ton rapport à tes racines et à qui tu es, je me demandais si cette date... Je pense que vraiment le 22 octobre, c'est un jour qui va me rapprocher un peu de mes parents biologiques, d'une certaine manière, en me disant c'était le point de départ, ils étaient mariés, ils m'ont eu. Après, ils étaient heureux ou pas, mais voilà, c'était un... Pour donner une image, c'est un... Maintenant, enfin en tout cas dans mon imaginaire, c'est comme si c'était le jour où je retrouvais mes parents, mes 2 parents biologiques, l'espace de peut-être, voilà, c'est quelques secondes, mais voilà, c'est... Alors que le 10 septembre, le jour de mon arrivée en France, c'est pas malheureux, hein, c'est pas non plus un jour où je m'enferme chez moi et que je déprime, pas du tout, hein, mais j'ai pas spécialement envie de le fêter, non. J'imagine que s'ils vivent encore, tes parents biologiques, le 22 septembre, c'est forcément une date où vous êtes connectés par l'esprit. J'imagine, j'interprète moi aussi. Oui. J'ai dit quoi ? Septembre. Pardon. Le 22 octobre, tu vois. Peut-être que non, peut-être que... Je sais pas, parce que alors, mon père, lui, il est mort. Mon père biologique. Et ma mère... Bon, le père d'Isa était censé être mort, et puis l'agence Holt lui a dit en fait non. Oui, c'est vrai qu'elle savait pas, et en fait, effectivement, il est... Oui. Mais le mien, il est vrai. Enfin, là, c'est déclaré justement dans le système du gouvernement. Okay. Ils savent qu'il est décédé, donc ça, c'est sûr. Et après, ma mère, je sais pas si pour elle, c'est un jour... En tout cas, c'est un jour, effectivement, je pense, qui est particulier. Après, je sais pas si c'est un jour heureux pour elle ou malheureux, mais... Qu'est-ce que ce voyage change pour toi ? C'est la fin de cet épisode. Vérifiez si la suite est déjà publiée. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast dans votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification quand les prochains épisodes sortiront. Si vous aimez ce genre de podcast de témoignages, jetez un œil dans la description de cet épisode. Vous trouverez le lien vers mes autres podcasts de témoignages et mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de cette aventure. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.